peuple algérien a poussé à bout son président, Abdelaziz Bouteflika a annoncé lundi renoncer à briguer un 5e mandat, mais des mesures ont été prises. Les députés soudanais ont approuvé lundi l'instauration de l'état d'urgence dans tout le pays. Cette mesure est uniquement pour une durée de 6 mois au lieu d'1 an réclamé par le président Omar el-Béchir. Nomination de quelques 110 conseillers à la présidence par Félix Tshisekedi, mais jusque-là, toujours pas de Premier ministre, un choix qui dépend d'un accord passé avec son prédécesseur Joseph Kabila. C'est là le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Enfin, la demande du peuple algérien entendue. Le président Abdelaziz Bouteflika a annoncé lundi renoncer à briguer un 5e mandat, mais ceci pas sans mesure. La contestation populaire a payé en Algérie. En plus du report s'inédit de la présidentielle prévue le 18 avril, le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, confronté depuis 2 semaines à une contestation inédite en 20 ans de pouvoir, renonce à briguer un 5e mandat, comme l'exige le peuple. Dans un message à la nation publié par l'agence officielle APS, il précise que la présidentielle aura lieu dans un prolongement d'une conférence nationale chargée de réformer le système politique et d'élaborer un projet de constitution d'ici à fin 2019. Lundi, l'Algérie restait mobilisée au 2e jour d'une grève nationale contre la candidature à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, rentré dimanche de 2 semaines d'hospitalisation à Genève pour des examens médicaux. Au lendemain de manifestations dimanche de milliers de lycéens, l'ensemble des barreaux d'Algérie a entamé une grève de 48 heures. Ni le chef de l'État, qui fait face à une contestation d'ampleur inédite depuis qu'il a été élu pour la première fois en 1999, ni son camp ne se sont exprimés depuis son retour en Algérie. Le Conseil constitutionnel doit statuer avant jeudi sur la validité des dossiers de candidature à la présidentielle. Nomination de quelques 110 conseillers à la présidence par Félix Tshisekedi. Là, nous sommes en République démocratique du Congo. Mais jusque-là, pas toujours de Premier ministre. Un choix qui dépend d'un accord passé avec son prédécesseur, le président sortant Joseph Kabila. Au total, 80 conseillers au cabinet du président de la République démocratique du Congo ont été nommés dans 16 collèges, à raison de 5 par collège. Ces nominations récompensent des fidèles du parti de Félix Tshisekedi, l'Union pour la démocratie et le progrès social, ou de son directeur de cabinet, Vital Kamerhe, chef de l'Union pour la nation congolaise. Déjà la semaine dernière, le président Tshisekedi avait composé son cabinet comprenant une 30aine de membres. Plusieurs internautes ont accusé Tshisekedi de privilégier des membres de sa communauté Luba. Le mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha a dénoncé un cabinet scandaleusement pléthorique, budgétivore et d'une dizaine seulement de femmes, environ 17%. Le nouveau président n'a toujours pas nommé de Premier ministre depuis son investiture le 24 janvier. En effet, sa coalition CAP pour le changement doit former une coalition gouvernementale avec le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila, qui a gardé une large majorité absolue à l'Assemblée nationale. Martin Fayoulou accuse toujours les 2 hommes d'avoir organisé un putsch électoral et revendique la victoire avec 61% des voix. Les députés soudanais ont approuvé lundi l'instauration de l'état d'urgence dans tout le pays. Cette mesure est uniquement pour une durée de 6 mois au lieu d'1 an réclamé par le président Omar el-Béchir. Le président soudanais, qui fait face à sa plus sérieuse contestation depuis son arrivée au pouvoir il y a 30 ans, avait déclaré le 22 février un état d'urgence d'1 an dans tout le Soudan, dans l'espoir de mettre fin aux manifestations quasi quotidiennes réclamant sa démission. Une commission parlementaire avait alors été créée pour examiner le décret présidentiel et avait suggéré de raccourcir l'état d'urgence à 6 mois au lieu d'1 an. Eh bien, c'est fait. Lundi, le Parlement, dominé par le parti présidentiel, a approuvé cette recommandation. Un état d'urgence de 6 mois a été approuvé à la majorité. L'objectif est de contenir la contestation qui secoue le pays depuis décembre.
Les protestations ont éclaté le 19 décembre après la décision du gouvernement de tripler le prix du pain dans un pays en plein marasme économique. Selon un bilan officiel, 31 personnes sont mortes depuis le début des manifestations. L'ONG Human Rights Watch évoque le chiffre de 51 morts. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées ce lundi pour protester contre la suspension du processus électoral dans l'État de Rivers, dans le sud du Nigeria. Ceci à la suite de cas de violence et d'irrégularité. Les images. Le Nigeria a voté le samedi 9 mars pour élire les gouverneurs et les représentants des assemblées locales dans 29 des 36 États de la Fédération nigériane. Mais la Commission électorale nationale indépendante a suspendu le dépouillement dimanche, faisant état de violences dans les bureaux de vote, d'enlèvement de personnel ou encore de confiscation et de destruction de résultats. Les partisans du Congrès des progressistes APC au pouvoir se sont réunis à Port Harcourt, la capitale de l'État, pour demander que les résultats soient annoncés. Nous ne sommes pas heureux que ce processus ait été interrompu à mi-parcours, a déclaré Victoria Nietzsche, organisatrice de la manifestation et membre du Parlement de l'État de Rivers. Ce que l'INEC a fait est illégal et constitue une invitation à la crise. L'APC du président Muhammadu Buhari, réélu lors de la présidentielle du 23 février, n'avait aucun candidat au poste de gouverneur à la suite d'un litige lors de ses primaires pour l'État de Rivers, mais il soutenait le candidat d'un petit parti, Nyesom Wike, du principal parti d'opposition, le Parti démocratique du peuple, PDP, a de son côté qualifié la suspension du vote d'agression déguisée, s'apparentant à un coup d'État. La décision de l'INEC est intervenue après l'éruption dimanche en milieu de journée de l'armée à son siège régional, où étaient centralisés tous les résultats pour le poste de gouverneur et les législatives pour l'État de Rivers. L'armée a toutefois nié dimanche sa responsabilité, assurant que des voyous à la solde de politiciens avaient usurpé des uniformes et des équipements militaires pour la discréditer. Environ 400 combattants d'un groupe rebelle tchadien basé en Libye ont déposé les armes la semaine dernière et ont rejoint la légalité. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le ministre tchadien de la Défense, le général Daoud Yahya Brahim. Ces rebelles de l'Union des forces pour la démocratie et le développement ont décidé de rendre les armes et de répondre à la main tendue du chef de l'État, a déclaré Daoud Yahya Brahim. Ils sont arrivés dans le nord du Tchad il y a 3 jours, a-t-il précisé. En mai 2018, le président Idriss Déby Itno, lui-même arrivé par les armes au pouvoir au Tchad en 1990 avec l'aide de Paris, a annoncé une amnistie générale, invitant tous les Tchadiens qui ont pour une raison ou une autre quitté le pays à rentrer dignement. Depuis plusieurs années, des groupes rebelles tchadiens ont établi leur base dans le sud libyen. De son côté, l'Union des forces pour la démocratie et le développement conteste la défection de 400 de ces éléments, a déclaré son porte-parole Mahmad Asilek Alata. Contacté, le président de l'Union, Mahamat Nouri, a indiqué ce lundi que 85 combattants avaient quitté leur rang depuis début février. Il estime à environ 1 millier le nombre de combattants de l'Union présents dans le sud libyen. Parmi les éléments qui se sont présentés à l'armée, il y a un nombre infime de l'UFTD. La plupart sont des orpailleurs, a déclaré de son côté le porte-parole de l'UFDD. En mission depuis plus d'une semaine dans la région du Tibesti dans le nord tchadien, le ministre de la Sécurité du Tchad, Mahmat Abba Ali Salah, avait entre autres pris la décision de fermer la frontière entre le Tchad et la Libye. Les frontières entre le Soudan, le Tchad, la Libye et le Niger sont poreuses et théâtre de nombreux trafics. Une note de santé à présent en Tunisie. Une infection contractée à l'hôpital est à l'origine de la mort de 12 bébés dans une maternité publique de Tunis ces derniers jours. L'annonce a été faite ce lundi par le ministre tunisien de la Santé par intérim, citant une enquête préliminaire. Parmi les 20 nouveau-nés hospitalisés dans la maternité du complexe hospitalier de Rabta, 11 prématurés de 7 à 8 mois sont décédés jeudi et vendredi et un 12e est mort dimanche selon un nouveau bilan donné par Sonia Benchek lors d'une conférence de presse. Après l'indignation déclenchée par ces décès considérés comme révélateurs d'un délabrement du système de santé publique, le ministre de la Santé, Abderraouf Cherif, a démissionné samedi de ses fonctions et est remplacé par Benchek.
Tout le monde doit être mis devant ses responsabilités. Ce sont des accumulations de plusieurs années. Nous n'allons pas nous arrêter là. Aujourd'hui, le secteur de la santé est dans un état d'urgence. Ça suffit. Nous avons trouvé, selon les premières constatations, qu'il s'agit d'une infection nosocomiale. Qu'est-ce qu'une infection nosocomiale? Une infection nosocomiale est une maladie que le patient contracte au sein de l'hôpital. Je le dis pour la énième fois. Je peux vous le répéter. Aucun médicament périmé ou sérum périmé n'a été utilisé dans cette préparation. En se rendant samedi à la maternité de Rabta, le Premier ministre Youssef Chahed a promis que les responsables de tout manquement seraient poursuivis. Une enquête médicale et une autre enquête judiciaire ont été ouvertes. Le système public de santé tunisien, autrefois fleuron du pays, a toutefois été mis à mal par des problèmes de gestion et de financement qui ont mené à une dégradation générale avec des pénuries récurrentes de médicaments ces derniers temps. Au Bénin, au terme d'une finale âprement disputée le week-end écoulé, les gagnants du concours de plaidoirie Défends ta démocratie, ce connu 10 candidats étaient en lice pour la finale de ce concours organisé par l'association béninoise du droit constitutionnel avec le soutien de la fondation Open Society Initiative for West Africa, OSIWA. Biao Ezekias, avec une moyenne de 15,83. Deuxième, Karimou Adnal avec une moyenne de 15,33 plus. Troisième, Hassidé Gildas avec une moyenne de 15,33. La tâche n'aura pas été aisée pour les 7 membres du jury, présidé par le bâtonnier Cyril Dikoui. Mais c'est sur la base de critères comme l'originalité, la pertinence juridique, la construction générale de la plaidoirie, la prestation du candidat et le respect du temps imparti qu'ils ont pu dégager les 3 vainqueurs du concours national de plaidoirie intitulé Défends ta démocratie, organisé par l'Association béninoise de droit constitutionnel avec le soutien de la fondation Open Society Initiative for West Africa, OSIWA. 10 candidats étaient en lice pour cette finale. Et c'est autour du thème central « Défends ta démocratie » et du sous-thème à l'issue des États généraux de la conférence nationale. Les délégués représentant les couches socio-professionnelles du pays vous demandent les défis à relever pour faire du Bénin un modèle de démocratie en Afrique et dans le monde. Quelles sont les grandes idées que vous pourriez leur proposer que les candidats ont planché? Durant des heures, ils ont chacun défendu pendant 10 minutes les idées qui, selon eux, contribueront à l'enracinement, à la consolidation de la démocratie béninoise vieille de 29 ans. Ils ont ensuite disposé de 5 minutes chacun pour répondre aux questions des membres du jury. Notre démocratie a besoin d'un toilettage. Et le facteur que je trouve le plus crucial dans la démocratie, c'est le fait que le peuple ne soit pas impliqué. Et ça pose un vrai problème. À noter que le premier repart avec une enveloppe de 500 000 francs CFA, un billet d'avion Cotonou-Paris-Cotonou offert par l'ambassade de France, un lot d'ouvrages et un stage dans une entreprise. Le deuxième gagne une enveloppe de 300 000 francs CFA, un lot d'ouvrages et un stage rémunéré. Quant au troisième, il s'en sort avec une enveloppe de 250 000 francs CFA et un lot d'ouvrages. La lutte contre l'épidémie du virus Ebola est en plein essor en République démocratique du Congo. 3 jeunes ingénieurs tentent de lancer un robinet à déclenchement automatique pour éviter la propagation du virus. Quelques-uns des innovateurs expliquent. Nous aurions voulu accompagner l'équipe de la riposte contre l'épidémie à virus Ebola. C'est de cette façon que nous avons commencé à imaginer et à monter, à concevoir ce lavabo automatique. Nous, de notre côté, nous aurions voulu les accompagner au contraire et non pas s'attaquer à des équipes qui peuvent nous aider à éradiquer effectivement cette épidémie à travers la région. Moi, personnellement, ça me touche beaucoup voir nos frères faire un exploit pour essayer d'aider la riposte dans ce fléau qui frappe la population. C'est vraiment une bonne chose. C'est vraiment quelque chose à encourager. Ce sera donc tout pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SIGA.